Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, 12e anniversaire de la Révolution. Des milliers de Tunisiens sont descendus dans les rues de la capitale Tunis ce samedi pour manifester contre le régime du président Kais Saied. Au Burkina Faso, les membres du gouvernement ont décidé de céder 5% de leur salaire en guise de contribution au fonds de financement de l'effort de guerre mis en place le 12 janvier. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant dont le gouvernement burkinabé a besoin pour combattre la montée de l'insécurité dans le pays. Et puis, crise humanitaire en Éthiopie. Selon les Nations Unies, le pays serait confronté à la plus grave crise alimentaire au monde. Crise occasionnée par la sécheresse qui sévit depuis 5 saisons. Plus de 3 millions d'enfants seraient atteints de malnutrition sévère. Mais tout d'abord, des attaques de groupes armés font rage dans la province de l'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, depuis une semaine. Plus de 60 personnes ont été tuées dans différentes attaques de groupes armés entre dimanche 8 et jeudi 12 janvier au nord-est du pays, selon des sources locales. Le 8 et le 9 janvier, 24 corps ont été retrouvés après des attaques de représailles attribuées à la Codeco, la coopérative pour le développement du Congo, une milice de plusieurs milliers d'hommes qui revendique protéger la tribu Lendu face à la tribu Emma et à l'armée nationale en Ituri. Des méfaits reconnus par le chef de la Codeco, Désiré Londroma, qui a justifié ces attaques destinées à venger la mort d'un enseignant Lendu tué selon lui le 8 janvier par des miliciens Emma du groupe Zaïre. Mercredi 11 janvier, c'est à l'extrême sud de la province, dans le territoire d'Irumu, que 8 autres civils ont été assassinés cette fois par les rebelles ADF, selon Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Les ADF sont un groupe armé d'origine ougandaise présent dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 25 ans, qui a prêté allégeance à l'État islamique. Des milliers de Tunisiens étaient dans les rues ce samedi à l'occasion du 12e anniversaire de la Révolution et ont marqué le 14 janvier 2011 la chute du président Ben Ali. À l'occasion de cet anniversaire et en pleine crise économique et politique, les protestataires ont une nouvelle fois dénoncé le pouvoir actuel. Des appels à la démission ont été adressés au président de la République, Kais Saied. Zahra Mohamed Moutiou. L'avenue Habib Bourguiba, traditionnel point de ralliement au cœur de la capitale tunisienne. C'est ici que ces milliers de manifestants se sont rassemblés à l'occasion du 12e anniversaire de la Révolution qui a entraîné la chute de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali. Une manifestation avec les mêmes exigences qu'avant la Révolution. L'instauration d'une véritable démocratie. Pour cette nouvelle mobilisation du 14 janvier qui comporte un important dispositif sécuritaire, un seul mot d'ordre, le départ du président Kais Saied, accusé par l'opposition et par une partie de la société civile d'avoir instauré une autocratie. Kais Saied aura le même sort que Ben Ali qui a affamé le peuple tunisien. La démocratie et le peuple sont le seul moyen de faire tomber le nouveau despotisme. Cet anniversaire intervient près d'un mois après le désaveu populaire enregistré par le président de la République lors des élections législatives, marqué par une abstention record de plus de 90%. Et si la date du 14 janvier divise, car pour certains la révolution de 2010-2011 doit être commémorée le 17 décembre, tous s'accordent sur un point. Il est capital d'écouter les revendications sociales du peuple tunisien. Il n'y a pas eu de réelle volonté politique pour garantir la justice sociale. Il y a une accumulation de crises depuis 2 ans restées sans solution. Les mouvements sociaux luttent sur le terrain et présentent des propositions, mais elles ne sont pas prises en compte. L'opposition dénonce l'actuel pouvoir accusé de s'être octroyé les pleins pouvoirs, mais aussi d'être responsable de la crise économique, qui est plus que jamais la préoccupation principale d'une population inquiète de la dégradation persistante de ses conditions de vie.
Le Mali célébrait ce samedi 14 janvier la première édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. La journée déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national a été instaurée par les autorités de la transition en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest imposées au Mali. Pour Bamako, cette journée vise à renforcer le sentiment patriotique et à magnifier la souveraineté retrouvée du Mali. La célébration a été marquée entre autres par des animations dans les écoles sur les thèmes du patriotisme, de la souveraineté, de la résistance nationale et de la refondation, ainsi que par l'organisation de conférences débats en milieu universitaire et dans les capitales régionales. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de l'Information malien, Harouna Mamadou Touré. Je suis à Gao pour célébrer le 14 janvier, ce jour qui a été considéré, vous l'avez remarqué, comme un jour d'une nouvelle indépendance, d'une renaissance du Mali. Ce 14 janvier, vous en connaissez l'histoire. Le peuple malien, dans toutes les régions, dans toutes les localités, s'est levé comme un seul homme et a dit non au dictat de la CEDEAO, de l'UEMOA et de ses alliés et autres amis de l'extérieur, pour démontrer que le peuple malien reste encore debout et face à son destin. Que tout ce que nous sommes appelés à entreprendre en tant que responsables de cet État se fera dans l'intérêt exclusif et bien compris des intérêts de notre peuple, des intérêts de notre peuple malien. Nous saurons toujours faire la différence entre l'intérêt collectif et l'intérêt particulier. Le président de la transition nous a enseigné cette vertu de défendre en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment, dans nos cabinets, dans les directions et services qui servent l'État, l'intérêt exclusif de l'État du Mali et du peuple malien. Également dans l'actualité, Nicolas Haysom, le chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, appelle au respect de l'accord de paix. Appel lancé ce vendredi 13 janvier lors de sa première conférence de presse de l'année. Il a insisté sur le caractère urgent de la mise en place de cet accord signé en 2018 et censé mettre un terme à la guerre civile démarrée en 2013. Force est de constater que 4 ans après sa signature, la situation n'a pas beaucoup évolué. Des élections étaient prévues pour décembre 2022, mais elles ont été repoussées de 2 ans alors que le contexte humanitaire et sécuritaire ne fait que se dégrader. En cette nouvelle année, plus de 9 millions de Sud-Soudanais auront besoin d'aide humanitaire sur les 12 millions que compte le pays. Les membres du gouvernement burkinabé renoncent à l'unanimité à 5% de leur salaire pour contribuer à l'effort de lutte contre le terrorisme. Cette décision de l'exécutif s'inscrit dans le cadre de la création, le 12 janvier dernier, du fonds de soutien patriotique de 100 milliards de francs CFA. Cette initiative propose un prélèvement volontaire de 1% sur le salaire des fonctionnaires et des salariés du privé. 50 000 combattants volontaires ont par ailleurs été recrutés pour soutenir l'armée dans le rétablissement et le renforcement de la sécurité. À savoir que l'insécurité a contraint plus de 1,8 million de personnes à fuir leur foyer. Le point sur la situation avec Nathalie Mo. Les membres du gouvernement cèdent à l'unanimité 5% de leur salaire pour contribuer à l'effort de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Prompte réponse de l'exécutif burkinabé à la création d'un fonds de soutien patriotique de 100 milliards de francs CFA. Cet investissement, adopté en Conseil de ministres le 12 janvier 2023, va permettre de soutenir et d'accompagner l'action des volontaires pour la défense de la patrie engagés dans la lutte antiterroriste dans le pays. Les membres du gouvernement, de façon unanime, ont décidé chacun de céder 5% de son salaire mensuel comme contribution à ce fonds de soutien donc aux volontaires pour la défense de la patrie. Pour cela, le gouvernement invite tous les citoyens véritablement à adhérer à cette initiative afin que nous puissions par nous-mêmes être les acteurs de la libération de notre pays. Le texte de création du fonds de soutien patriotique contre le terrorisme au Burkina Faso a subi un amendement.
Initialement, il prévoyait un prélèvement de 1% sur le salaire de chaque travailleur burkinabé, suscitant une vive réprobation des centrales syndicales nationales. La contribution à l'effort de lutte antiterroriste désormais volontaire sera également soutenue par des quotas perçus sur les taxes sur l'alcool et le tabac, sur la consommation des télécommunications et sur les jeux de hasard. Nous avons voulu qu'il soit volontaire dans la mesure où on n'a pas pu dégager un consensus parmi les partenaires sociaux pour la contribution et donc de façon concrète ce qui sera fait, nous allons disponibiliser des fiches en ligne comme de façon physique pour que les fonctionnaires qui veulent apporter leur contribution puissent le faire en fonction des taux qu'ils vont eux-mêmes proposer. Des experts estiment à 120 en moyenne le nombre d'attaques terroristes par mois au Burkina Faso. L'insécurité a contraint plus de 1,8 million de personnes à fuir leur foyer. Dans le pays où 40% du territoire échappe au contrôle de l'État selon des chiffres officiels, 50 000 combattants volontaires pour la défense de la patrie ont été recrutés pour soutenir l'armée dans le rétablissement et le renforcement de la sécurité. Alors que les conséquences de la guerre de 2 ans du Tigré pèsent lourdement sur les populations éthiopiennes, l'Éthiopie doit également faire face à la sécheresse. Selon un récent rapport des Nations Unies, le pays est confronté à la plus grave crise alimentaire au monde. L'ONG Save the Children a récemment révélé que 3,9 millions d'enfants souffrent de malnutrition sévère. La sécheresse sévit en Éthiopie depuis 5 saisons. 12 millions de personnes sont touchées par une crise alimentaire accentuée par la mort de plus de 4 millions d'animaux d'élevage. L'ONU a par ailleurs fait savoir que la sécheresse en Éthiopie, au Kenya et en Somalie était la plus grave depuis 1981 et que plus de 13 millions de personnes risquent d'être confrontées à la famine. Écoutons à ce propos Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Depuis la mi-novembre, de la nourriture a été distribuée à plus de 3 millions de personnes. Cependant, certaines zones restent difficiles d'accès, notamment certaines zones frontalières dans le nord et des zones éloignées des routes principales. Les besoins humanitaires restent extrêmement élevés dans les parties d'Afar et d'Amara qui ont été touchées par le conflit. La distribution de vivres et d'autres formes d'assistance se poursuit, même si des lacunes subsistent, y compris dans les zones où les personnes rentrent chez elles. Pendant ce temps, dans l'est et le sud de l'Éthiopie, les communautés continuent de souffrir de la sécheresse dévastatrice qui frappe la Corne de l'Afrique et dont nous avons parlé. Dans l'actualité sportive, le football africain a repris des couleurs ce vendredi 13 janvier en Algérie avec le début de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le pays hôte a bien débuté sa compétition en match d'ouverture contre la Libye avec une victoire sur un score d'1-0. Un résumé de Séverin Douque. L'Algérie débute bien sa compétition avec sa victoire sur la Libye, 1-0. Pour ce match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations, les hommes de Wadjid Bouguera ont fait l'essentiel pour ne pas compromettre leur chance de passer au second tour. Après une première période timide et pauvre en occasion, l'Algérie a fait la différence au retour des vestiaires grâce à un pénalty d'Ahmed Mahiou à la 55e qui a profité d'une mauvaise passe de la défense libyenne pour créer une faute dans la surface de réparation. Rencontre très difficile pour les deux équipes et surtout l'Algérie qui est considérée comme l'un des favoris du tournoi qui devrait absolument s'imposer dès son premier match pour confirmer ce statut-là. Nul n'a été cette erreur défensive libyenne qui permet à Ahmed Mahiou d'inscrire l'unique but de la rencontre sur penalty. Un match nul n'aurait choqué personne vu les prestations offertes par les deux équipes lors de ce premier match. Les Fennecs se sont fait des frayeurs face aux chevaliers de la Méditerranée de Libye qui leur ont tenu tête malgré la poussée des supporters algériens majoritairement présents au stade Nelson Mandela de Biraki. À un quart d'heure de la fin du match, sur une reprise de Al-Amani qui flirte avec le poteau, les Libyens manquent de peu l'égalisation. Pour ce premier match face au pays hôte, face à la pression du public, il fallait qu'on montre plus, mais on n'a pas réussi à le faire. Il reste 2 matchs et la qualification est toujours en jeu. On a bien défendu, mais en attaque, on n'était pas tranchant. On était très maladroit techniquement. Dans un stade où il y a 40 000 personnes, ce n'est pas évident pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude. Cette victoire est une fierté pour l'Algérie qui renoue avec le bonheur des victoires au football après une douloureuse période marquée notamment par l'élimination au premier tour de la CAN et une non-participation au Mondial 2022. L'Algérie n'avait pas organisé d'événements footballistiques d'envergure depuis 33 ans.
Toujours dans le groupe A du CHAN 2022, ce samedi 14 janvier, l'Éthiopie affrontait le Mozambique et l'un des favoris de la compétition, la République démocratique du Congo, était opposé à l'Ouganda. Les deux rencontres se sont soldées sur des matchs nuls, 0 but partout. L'Algérie prend donc la tête du groupe A avec 3 points. Dans le groupe B, le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire sur un score final d'1-0. Au programme ce dimanche 15 janvier, dans le groupe C, le Maroc face au Soudan à 17h local et Madagascar-Ghana à 20h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.